Bonjour à tous et bienvenue à ce midi-conférence sur les examens de biologie médicale délocalisés. Les tests de dépistage rapide demandés par plusieurs instances à travers le Québec nous amènent à faire une réflexion sur l'encadrement de ces examens. Nous verrons à travers cette conférence ce que nous dit la norme ISO 22870, la plus récente qui encadre les EBMD. Et notre conférencier nous procurera des pistes de solutions afin de bien encadrer ces tests. Si vous avez des questions pour le conférencier, veuillez les écrire dans le chat et nous pourrons les poser au conférencier à la fin de sa présentation. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencier, Dr Mathieu Provençal, qui a obtenu son doctorat en physiologie et son diplôme post-doctorat du département de biochimie de l'Université de Montréal. Il détient un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec. Dr Provençal œuvre au département de biochimie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 2011 et il est également conseiller en biologie médicale à la direction de la biovigilance et de la biologie médicale du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, bienvenue, Dr Provençal. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, effectivement, on va parler d'un sujet d'actualité, donc l'utilisation des tests rapides au point de service pour la détection de la COVID-19. Donc, comme vous le savez, le Québec, via le gouvernement fédéral, a accès à plusieurs tests rapides. On va voir ensemble un peu les différents contextes dans lesquels on peut les utiliser, leurs forces, leurs performances et quelques enjeux là, concernant l'encadrement. Donc, sans plus tarder, j'ai pas de conflit d'intérêt, donc j'ai aucun conflit. Le plan spécifique de la présentation pour aujourd'hui, donc on va parler un petit peu des examens de biologie médicale délocalisés. Donc, ce sont des nouveaux termes là, qui ont été apportés. Avant, on parlait des ADBD. On va parler des différents types de tests rapides spécifiquement pour la COVID-19, donc les types de tests disponibles dans le réseau actuellement, les performances de ces tests, donc les contextes d'utilisation dans lesquels ils sont les plus performants. Et bien sûr, on va parler aussi de l'organisation, de l'encadrement de ces tests-là sur le terrain dans le respect de la norme ISO 22870, comment on peut les superviser, les aspects qualité et des exemples pratiques là, qui proviennent du terrain au niveau de mon expertise là, avec la clinique Chauveau à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, en guise d'introduction, l'évolution des acronymes, là, pour ceux qui sont dans le domaine depuis longtemps, vous le savez, on a vu une évolution dans les désignations des tests qu'on appelle aujourd'hui EBMD. On parlait jadis d'analyse hors laboratoire, AHL. Ensuite de ça est arrivé le terme ADBD, les analyses de biologie délocalisées. Donc, et ça a pris du temps, je me souviens, à faire absorber ça aux unités de soins dans les différents hôpitaux. Puis une fois qu'ils se sont habitués au terme et que tout le monde était capable de dire ADBD, ça a changé récemment pour le terme EBMD. Donc, on parle maintenant d'examen de biologie médicale délocalisée. On peut entendre aussi parfois dans la littérature ou sur le terrain, on peut entendre le terme PDS, donc test en point de service. On pense que c'est seulement en français que l'acronyme évolue, mais en anglais aussi, il y a eu des évolutions. On a différentes désignations. On peut entendre le terme Near Patient Testing, Rapid Diagnostic Testing, et le plus commun, je pense qu'on entend tous, c'est le Point of Care Testing. Les ABMD à travers le temps, si on regarde par exemple, dans le fond, la conceptualisation des laboratoires tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est quelque chose de très récent. C'est très récent dans l'histoire médicale qu'on a créé des laboratoires qu'on dit centraux, souvent donc qui sont situés là, comme dans la plupart de nos hôpitaux, dans des sous-sols et à des endroits que personne ne connaît. Ça, c'est une façon, une vision très récente de faire de la médecine de laboratoire, mais à l'origine, les tests ont toujours été faits au chevet du patient. Donc, on peut considérer que tous les tests depuis l'Égypte ancienne étaient déjà des tests EBMD, dans le fond. L'Égypte ancienne avait développé des tests de grossesse, par exemple, donc avec des tests urinaires, donc des gouttes d'urine qui étaient mises sur des
des semences de différents types de plantes et puis en fonction de la présence ou non de l'hormone de grossesse dans l'urine, certaines graines pouvaient germer et c'était une indication là, que la femme était enceinte. Donc, c'était les premiers tests de grossesse. Ensuite de ça, au 15e siècle, bon, à travers toute l'époque médiévale puis la Renaissance et tout ça, on avait différents tests plus ou moins scientifiques qui testaient les humeurs, mais en fait qui testaient tous les fluides biologiques, donc le sang, l'urine et compagnie. Et on était capable de faire des diagnostics parfois pas très poussés, mais qui menaient quand même à un début, un embryon là, de pratique médicale. Et bon, depuis l'an 2000, vous le savez, il y a une réémergence significative de tous les tests qu'on désigne comme EBMD, avec l'arrivée sur le marché d'une panoplie d'appareils, tous plus petits les uns que les autres, qu'on peut facilement utiliser à proximité du patient et qui nous donnent de plus en plus d'informations, que ce soit des tests simples de biochimie ou des tests de plus en plus complexes comme des tests dans le cas de la COVID, des tests quasiment de biologie moléculaire. Donc, avec l'évolution des acronymes, dans le fond, ce qu'on voit, c'est un reflet de différentes définitions. Donc, il y a des groupes, par exemple, qui ont publié que c'est un EBMD, dans le fond, c'est un type de test effectué à l'extérieur du laboratoire central d'un hôpital et habituellement au chevet du patient. Ça, c'est une définition assez classique. On peut introduire d'autres définitions, comme par exemple que ce serait un test effectué près ou au chevet du patient avec un résultat menant à un changement possible dans les soins prodigués au patient. Ça, c'est un concept important. Donc, c'est non seulement juste de faire le test, mais en plus, c'est que le résultat va avoir un impact sur les soins qu'on va prodiguer au patient, donc un impact clinique. Et le point of care testing, c'est une autre définition ici, dans lequel on parle non seulement que le test se fait à l'extérieur du laboratoire, mais en plus qu'on utilise un petit appareil pour faire le test. Donc, l'évolution des acronymes va être le reflet là, de ces définitions-là. J'aimerais revenir sur la deuxième définition où on parle que les résultats mènent à un changement là, dans les soins prodigués du patient. Ça peut être un argument pour certains de dire que les tests, par exemple, de certains tests de COVID-19 actuellement ne changent pas vraiment les soins prodigués aux patients. Ils sont là comme des tests de dépistage et bon, certains pourraient être tentés de ne pas les considérer comme des EBMD. C'est un argument qui se défend. La norme ISO 22870, donc c'est celle qui est relative aux examens de biologie médicale délocalisée, a été révisée en 2016 et elle nous apporte dans cette révision une nouvelle définition pour les EBMD. Donc, on peut y lire dans cette définition-là qu'un EBMD, c'est un examen qui est réalisé à proximité du patient, donc on a toujours ce concept-là, à l'endroit donc où le patient se trouve et dont le résultat peut entraîner une éventuelle modification des soins. Donc, on reprend ce concept-là de le résultat doit avoir un impact clinique dans les soins aux patients. Et on précise aussi que le document peut s'appliquer à toutes sortes de mesures, incluant les mesurages transcutanés, l'analyse de l'air expiré et la surveillance de paramètres physiologiques. Donc, on élargit quand même considérablement là, le champ des EBMD avec cette définition-là. Les tests rapides. Donc, revenons à nos tests rapides COVID. Il y en a deux types. Donc, je vous les illustre ici. On a les tests d'amplification des acides nucléiques, donc l'acronyme TAN. Ces tests-là comprennent les tests ID-NOW, donc la petite image dans le coin inférieur droit. On a aussi les tests, il ne faut pas oublier les tests GeneXpert. Certains tests Simplexa aussi sont utilisés comme tests en point de service. Donc, ce sont des types de tests TAN. Et on a l'autre grande catégorie qui sont les tests antigéniques rapides, donc les TEDAR. Et il y a pour cette catégorie deux grands tests là, qui sont disponibles. C'est le PanBio
de la compagnie Abbott, donc l'image dans le centre, et le BD Veritar, qui est l'image du coin supérieur, donc qui lui vient avec un petit appareil de lecture. Dans le cas du PanBio et du BD Veritar, il y a un format où on peut avoir un écouvillon nasal, et dans le cas du PanBio seul, il peut avoir aussi des écouvillons nasopharyngés là, qui sont fournis dans les kits. Alors, voilà pour les types de tests. Maintenant, qu'en est-il de la performance? Donc, les performances des tests, d'abord, avant de se lancer dans des chiffres, on va juste regarder un petit peu en fonction de l'évolution de la maladie, donc l'évolution clinique de la maladie, à quel moment et peut être utilisé quel genre de test. Donc, c'est important d'identifier le bon test au bon moment dans le cours de la maladie. Donc, si on regarde sur la figure, la flèche bleue, c'est le nombre de jours écoulés depuis le début de l'infection. Et ce qui est au-dessus de la flèche bleue, c'est un peu l'évolution clinique, donc l'apparition des symptômes. Donc, au départ, au début où on a débuté l'infection, on a une période de latence à l'intérieur de laquelle le virus se réplique dans nos cellules. Donc, on n'a pas vraiment de symptômes à ce moment-là. On n'est pas contagieux non plus parce que le virus est en train de se répliquer dans nos cellules. Arrive un moment au cours de l'infection où on va commencer à excréter du matériel génétique viral et ça coïncide avec la période à laquelle on va développer la contagiosité. Donc, également, c'est là que pour certains, on va développer des symptômes de la maladie. Donc, les patients symptomatiques vont développer une forme très visible de la maladie. D'autres vont être silencieux, asymptomatiques. On ne saura pas trop qu'ils ont la maladie, mais ils vont quand même excréter du matériel génétique viral. Et ensuite de ça, les symptômes vont s'atténuer et complètement disparaître. Parfois, ils vont s'étendre dans le temps et on va avoir l'expression d'une maladie qu'on appelle le COVID long, avec des symptômes qui vont perdurer sur quelques semaines, voire quelques mois. Donc ça, c'est l'histoire naturelle de l'évolution d'une maladie de type COVID. Et sous la flèche bleue, on a les moments auxquels on peut faire les tests. Donc, il faut choisir les bons tests en fonction de est-ce que le patient est contagieux, est-ce qu'il était au début de ses symptômes. Et ce qu'on voit sur cette figure-là, c'est qu'il n'y a presque aucun test donc, qui sont très utiles. En fait, il n'y a aucun test qui nous permet de détecter lorsque le patient n'est pas symptomatique. Donc, en période de latence ou au début de la maladie, les premiers jours, ça ne donne absolument rien de le tester parce qu'on ne détectera rien. Donc, c'est à partir du moment où on commence à excréter du matériel génétique viral, c'est surtout au moment où on commence à développer des symptômes qu'on peut faire la plupart de nos tests, que ce soit les TAN réalisés au labo ou le TAN IDNOR, par exemple. C'est là aussi qu'on peut faire les tests antigéniques. Donc, les tests antigéniques, leur meilleure fenêtre, là, si on veut, d'opportunité, c'est au tout début de l'apparition des symptômes, dans les premiers jours. Et ensuite de ça, on a d'autres types de tests, par exemple les cultures virales. Les cultures virales ne sont pas très utiles parce qu'elles prennent beaucoup de temps à réaliser. Donc, s'il avait fallu faire des cultures virales au Québec pour dépister et diagnostiquer la COVID, on serait encore en pleine épidémie, je veux dire, en train de faire des tests à plus savoir quoi faire. Et pour ce qui est de la sérologie, ça, c'est évidemment, c'est une fois qu'on a développé des anticorps, on peut détecter ces anticorps-là et ça viendra avec le temps. Pour l'instant, on ne fait pas beaucoup de sérologie. Il y en a un peu qui se fait dans les labos, mais on n'en fait pas tant que ça. Donc, qu'est-ce que la littérature nous dit? C'est que les tests rapides sont moins performants que les tests de laboratoire. Ça, on le savait. La sensibilité, par exemple, des TEDAR, elle est très variable. Elle varie entre 60 et 90 la sensibilité des TAN IDNOW, elle varie selon les études qui ont été réalisées, là, selon les projets pilotes qui ont été réalisés, entre 88, 89 à 92 environ. Ça, c'est pour les sensibilités de IDNOW. Ce qui
Ce qui est un peu, je dirais, fatigant avec les tests rapides, c'est les risques de faux résultats. Donc, il y a jusqu'à 30% de faux négatifs qui sont possibles avec les tests rapides. Et il y a des faux positifs également, surtout lorsque la prévalence est faible. Donc, je vous présente les exemples ici, justement en fonction de la prévalence. Donc, c'est très important de considérer la prévalence lorsqu'on établit une stratégie de test rapide, de dépistage en tout cas. Si on prend l'exemple ici où on a un test qui a une sensibilité de 80% et une spécificité de 99%, mais que la prévalence de la maladie est quand même assez importante. On a une prévalence, disons, de 10%. On est dans une éclosion, on est dans un quartier chaud, par exemple, où il y a beaucoup de transmission. Donc, on est dans un endroit, et pendant la pandémie, il y a eu des moments là, où il y a eu des prévalences de cet ordre-là, de 10%. Donc, si on fait passer un test, par exemple, dans une population de 10 000 personnes, avec ces chiffres-là, donc cette prévalence-là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va générer beaucoup de faux négatifs, environ 200. Puis, on va générer quand même un certain nombre de faux positifs, 90, mais plus ou moins graves les faux positifs dans ce cas-ci, parce qu'on les confirme tous par un test de laboratoire. Par contre, là, les 200 négatifs, eux, sont en fait des vrais positifs. En fait, ceux-là sont un peu plus fatigants parce qu'on les manque et donc ils peuvent contribuer à la transmission de la maladie. Si ces personnes-là, par exemple, sont rassurées avec ce résultat-là simplement, puis qui ne font plus attention là, aux mesures sanitaires, donc de distanciation, de lavage des mains et de port de masque. Si on a l'exemple où on se trouve, par exemple, dans une population où la prévalence est de 10 fois moins, donc 1%, ben, si on utilise les tests rapides, on va avoir seulement 20 faux négatifs comparativement à 200 tout à l'heure, et on va avoir augmenté seulement de 9 nos faux positifs. Donc, l'importance de la prévalence est quand même pas triviale. Il faut considérer cet élément-là quand on a une stratégie là, pour implanter un test rapide. Et il y a des recommandations qui ont été émises par le comité d'experts qui s'est penché là, au mois de janvier sur l'utilisation des tests rapides. Et ce comité-là recommande de faire très attention à la prévalence et de garder ces chiffres-là en tête lorsqu'on a l'idée d'implanter. Donc, l'idée, c'est simplement de s'assurer qu'on est confortable avec le fait qu'on va avoir plus ou moins de faux négatifs et de s'assurer d'être bien en mesure de les gérer. Donc, il faut contacter ces gens-là et il faut s'assurer qu'ils conservent les bonnes pratiques sanitaires après avoir été testés. Il faut aussi considérer à cette étape-ci que on comprend toute l'importance à ce moment-là de faire des tests sérieux. Donc, le fait que les tests soient pas si performants que ça, on le compense en augmentant la fréquence de tests. Donc, pour être certain qu'on va attraper les personnes infectées, on va les tester 2 fois, 3 fois dans la semaine pour s'assurer de compenser là, pour les faiblesses du test. Il y a d'autres comités d'experts aussi qui se sont penchés sur des lignes directrices ou des conseils là, sur l'utilisation de certains tests. Une de ces lignes directrices-là ou de guides d'utilisation, ça a été produit par les autorités des santé publique canadiennes et en collaboration avec la Société des biochimistes cliniques du Canada. Donc, c'est un article sur lequel j'ai contribué également. Et on parle spécifiquement des IDNR. Donc, on vous rappelle que c'est une machine, donc un test qui a été approuvé par Santé Canada déjà en octobre 2020. Il est recommandé pour les patients symptomatiques. Si vous vous souvenez de mon graphique là, où on parlait de l'évolution naturelle de la maladie, les tests STAN et les tests antigéniques, leur fenêtre d'opportunité, c'est sur les patients symptomatiques de 7 jours ou moins. Donc, les patients qui sont en tout début de maladie et qui expriment des symptômes.
Et on doit considérer les résultats négatifs comme présomptifs. Donc, en théorie, on doit confirmer aussi les résultats qui sont négatifs. Pour les ID Now, tout ça a été fait là, à travers les projets pilotes que je vais vous présenter un peu plus loin dans la présentation. Donc, cet article-là définit, là, grosso modo, les moments auxquels on peut utiliser le ID Now. Donc, et aussi décrit un peu l'encadrement qu'on peut faire pour ces tests-là. Donc, dans l'article, si vous le lisez, vous allez voir différents scénarios pour le déploiement. Par exemple, pour les TAN ID Now, on parle de déployer les appareils dans des régions éloignées, dans des cliniques de dépistage ou d'évaluation. Les fameuses cliniques, comme on appelle, ce sont les CDD ou les CDE. Et on favorisait aussi d'équiper les équipes mobiles qui, elles, peuvent se déplacer dans des milieux où il y a des éclosions et tester sur place les gens. Pour ce qui est des tests antigéniques, les TEDAR, eux, on pouvait les utiliser, dans le fond, pour accélérer le transfert d'usagers vers les milieux de vie. On se rappellera, puis jusqu'à tout récemment, les hôpitaux étaient débordés, mais au printemps dernier, on avait une situation où c'était très, très, très difficile. On avait plusieurs usagers qui partaient, par exemple, des milieux de vie comme les CHSLD, s'en allaient à l'hôpital pour un épisode de COVID et ils n'étaient pas retournés au CHSLD tant qu'ils n'avaient pas leurs résultats labo. Mais les résultats de labo prenaient des délais énormes à l'époque. Donc, on aurait peut-être aimé ça, avoir des tests antigéniques rapides pour s'assurer que le patient était bel et bien négatif avant de le retourner. Donc, ça, c'est une des stratégies qu'on peut utiliser. On peut utiliser les tests antigéniques auprès des clientèles marginalisées. Donc, les itinérants, c'est certain que ce genre de clientèle-là ne va pas se présenter d'emblée dans les CDD pour se faire tester. Donc, il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux avec des équipements qu'on est capable de transporter ou pas d'équipement direct, puis utiliser le test facilement. Donc, ça, c'est une bonne utilisation. On peut utiliser les TEDAR également, les tests antigéniques, dans des cas d'éclosion majeure. Parce que là, c'est certain, en plus, s'il y a des gens qui sont symptomatiques, qui sont en début de maladie, on va être capable d'attraper quelques cas positifs. Et on proposait aussi d'utiliser les tests antigéniques en cas de surcharge des laboratoires, un peu comme pour les ID Nord également. Mais peu importe le scénario, il faut garder certaines notions en tête là, et de façon très précise. On dit toujours qu'un test négatif n'est jamais garant d'une absence d'infection. Donc ça, il faut toujours considérer ça. C'est pour ça qu'on demande aux gens aussi qui ont eu un résultat négatif de continuer à garder les bonnes habitudes, c'est-à-dire la distanciation, le lavage des mains, le port du masque. Donc, on ne veut pas là, que les gens se sentent faussement rassurés par un test négatif. Ensuite de ça, il faut se rappeler que la probabilité que le résultat d'un test positif soit réellement associé à la maladie baisse si la prévalence de la maladie baisse. Donc, c'est les tableaux de la prévalence que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, plus la prévalence baisse, et plus les chances que vous ayez un test positif vont baisser également. C'est normal, il y a moins de maladies dans la population. Et théoriquement, avec les tests rapides, on peut manquer là, la détection de 10 à 25 des positifs si on utilise les ID Now et de 30 à 50 des positifs si on utilise les antigéniques. Il faut garder ça en tête également. Donc, c'est pas parce que c'est rapide que c'est nécessairement toujours efficace et il y a plusieurs écueils qu'il faut garder en tête. Les projets pilotes, donc tout à l'heure, je vous disais, il faut être en mesure d'évaluer les performances. Il faut être en mesure aussi d'évaluer qu'est-ce qu'on est capable d'anticiper en termes de population à viser pour les tests. Donc, ça a été fait au cours des études qui étaient menées lors des projets pilotes. Il y a eu plusieurs projets pilotes qui ont été faits dans la province, entre autres du côté de Québec, Lévis. Il y avait 2 projets qui s'appelaient Pronto. Donc, le Pronto à Lévis utilisait des ID Nord en CDD. Il y a eu un Pronto à Québec aussi, qu'on appelait Pronto Nord, qui eux aussi utilisaient des ID Nord en CDD.
On a fait un projet, nous, à Montréal, qui s'appelait Pronto. On n'a pas été très original. On a copié la très bonne idée de notre collègue Jeannot Dumaresque et de Jean Lontin à Québec là, pour produire notre projet à Montréal. Il y a eu comme trois versions, par exemple, à Montréal. On a d'abord testé les IDNOR en CHSLD. Donc, on se déplaçait en CHSLD avec des appareils IDNOR lorsqu'il y avait des éclosions. On a fait ça à 2 ou 3 reprises. Ensuite de ça, on a fait le IDNOR en CDD, un peu comme sur le modèle de Québec et Lévis. Et on a ajouté aussi, nous, les IDNOR en équipe mobile. Donc, on se déplaçait sur le terrain avec des équipes et nos IDNOR. Je vais vous reparler plus spécifiquement de ce que je connais, là, de ce qu'on a fait à Montréal. Et il y a aussi le projet de l'Institut de cardiologie de Montréal qui, lui, utilise les BD Veritar pour tester les employés. Puis je vous rappelle que l'ICM est un hôpital qui était désigné vert, là, donc en théorie, eux n'avaient pas de patients ou de patients COVID là, qui étaient transférés dans leurs installations. Donc, eux, il y avait un autre projet là, avec le BD Veritar. Donc, comme vous voyez, on s'est concentré beaucoup plus sur les IDNOR. Il y avait comme un espèce d'engouement pour le IDNOR et il y a encore un engouement pour le IDNOR parce que, bon, c'est un TAN, c'est un test un peu plus précis, un peu plus sensible. Donc, on avait quand même certains avantages là, à utiliser le IDNOR. Donc, je m'excuse, les images viennent d'apparaître. Donc, dans les images, dans le fond, ce que vous voyez, c'est la clinique Chauveau qui est située tout près de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Donc, c'est pour vous illustrer un peu là, à quoi peut ressembler la clinique. On est situé dans des anciens locaux d'une caisse populaire qui a été réaffectée là, pour vraiment s'organiser. On est là depuis près d'1 an à organiser les tests et les dépistages de COVID et les IDNOR se sont insérés dans cette structure-là au fil du temps. Donc, au cours du mois de décembre, on est arrivé avec les IDNOR. On a essayé de s'organiser, de s'intégrer dans cette équipe-là. On a eu du support incroyable des gens du terrain pour s'intégrer avec eux et essayer de rendre le tout plus efficace possible pour les patients qui se présentaient pour les dépistages. Je vous présente les résultats du projet de CDD de Chauveau. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé entre le 20 décembre et le 14 janvier. Donc, sur à peu près une période d'1 mois, on a testé 453 patients et grosso modo, on a obtenu une sensibilité de 88,4 et vous voyez nos chiffres là, en termes de tableau, là, donc 130 positifs détectés sur cette cohorte-là de patients. Donc, on était quand même très content de voir ces résultats-là. Le petit bonhomme qui n'a pas de l'air content là, dans l'encadré, c'est parce qu'on était quand même un peu moins sensible que ce qui avait été détecté à Québec. Donc, on se posait des questions à savoir qu'est-ce qui s'était passé à ce niveau-là, mais quand même, 88 c'était quand même assez bien. Quand on décortique un peu notre clientèle qu'on a testée, on a testé des M7. Donc, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, quand on se présente en clinique pour se faire dépister, on est classifié selon une échelle de priorité qu'on appelle les M. M, ça vient pourquoi, dans le fond, cette classification-là, c'est qu'elle a été établie au mois de mai. Donc, c'est les classifications M du mois de mai. Et il y a 22 classifications. Donc, on peut être M1 jusqu'à M22 pour toutes sortes de situations cliniques. Là. Ça peut être, par exemple, des patients greffés, ils vont être un M particulier, des patients de la communauté, des citoyens de la communauté qui viennent se faire tester, qui sont symptomatiques, ce sont des M7. Et les patients qui sont des contacts significatifs, donc qui ont été en contact significatif avec des patients infectés, positifs, ça, ce sont des M13. Donc, c'est ça les deux catégories, M7 et M13. Et pour notre cohorte, là, dans notre étude, on a vu que pour nos M7, on avait une sensibilité de 91 et pour nos M13, on avait une sensibilité de 79,4 C'est tout à fait logique
parce que les M7, c'est des patients symptomatiques, donc, et le test a été approuvé pour les patients symptomatiques. Et les M13, ben, ce sont des patients qui sont asymptomatiques, mais on est capable quand même de détecter les cas positifs chez ces patients-là, même s'ils sont asymptomatiques. Donc, suite à ces études-là, la nôtre à Montréal, celle de Québec, Lévis, on a obtenu des résultats comme ça sur ces populations-là et on a décidé d'inclure donc dans nos tests diagnostiques, le IDNOR était maintenant considéré comme un test diagnostique pour les M7 et les M13. Et on pouvait, grâce à ça, sortir un résultat. Je m'excuse. Je ne suis pas capable de changer de... Ah, voilà. Donc, on était capable de produire un résultat qui était un résultat final. C'était diagnostic. Si vous sortiez positif votre résultat, donc vous étiez considéré comme un cas positif. Vous étiez pris en charge par la santé publique à ce moment-là, comme un cas positif qui aurait été fait au laboratoire. Si vous étiez négatif, ben vous étiez négatif. Et on vous demandait quand même de garder les mesures sanitaires. Et si jamais des symptômes se développaient, par exemple pour un M13 qui venait puis qui n'y avait pas de symptômes, puis qui était négatif, si quelques jours plus tard, il devenait un M7, on pouvait le retester et à ce moment-là, le diagnostiquer. Alors, voilà. Donc, si je reviens sur cette illustration-là, c'est non seulement de choisir le bon test au bon moment, mais grâce au projet pilote qu'on a fait, c'était aussi de choisir le bon patient, donc la bonne catégorie de patients. On ne voulait pas tester, par exemple, des M22 qui, eux, étaient, par exemple, des patients qui venaient de catégories autres, là, donc soit qui étaient non symptomatiques, qui provenaient d'un milieu qui n'avait pas d'éclosion, donc il n'y avait rien de particulier, ces citoyens-là. On ne voulait pas leur faire passer des IDNOR pour rien parce qu'on savait que notre sensibilité serait tout simplement pas très bonne. Donc, on peut faire les M7 et les M13, je pense que je vous l'ai dit ad nauseam. Maintenant, si on parle de l'organisation sur le terrain, quelques exemples concrets. Juste avant d'aller dans les exemples concrets, on sait, puis ça c'est une collègue à moi, collègue à biochimiste clinique dans la région d'Ottawa qui a publié ça il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, qui parle des défis pratiques que représentent les EBMD. Hein, parce que, bon, les EBMD, on le sait, il y en a de plus en plus et il y a quand même des défis quand on est un superviseur, un coordonnateur ou peu importe, quelqu'un qui est impliqué de près ou de loin avec les EBMD et qu'on essaie de les superviser alors qu'ils sont disséminés un peu partout dans nos organisations, ça peut être quand même assez difficile de contrôler. Et ce qu'elle relève comme principaux défis, c'est d'abord les ressources humaines. Ça demande quand même beaucoup de ressources humaines à encadrer les EBMD. Il faut du personnel de laboratoire pour assurer toute la question des certifications, recertifications des utilisateurs, les pépins, les bugs qui peuvent arriver sur les appareils sur le terrain, les contrôles externes qu'on doit organiser de concert avec les unités de soins puis les utilisateurs, mais quand même, il faut être là pour coordonner tout ça. Donc, relever les non-conformités, régler les non-conformités. Donc, ça demande quand même beaucoup de personnel. Ça demande du personnel aussi du côté des unités de soins qui doivent, eux, fournir les utilisateurs, les super utilisateurs aussi, parfois. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut considérer. Il faut aussi être en mesure d'enregistrer les résultats une fois qu'on a produit le résultat. Donc, il faut être en mesure de rapporter et de divulguer les résultats en temps opportun au niveau soit du médecin ou au niveau du dossier santé numérisé. Et un terme qui est très important également, qu'on entend de plus en plus, c'est la connectivité. Donc, toutes ces petites machines qui nous servent à faire les tests, souvent sont interfaçables avec nos systèmes informatiques de laboratoire ou avec un système qu'on appelle un middleware.
donc une interface entre le système et la machine, entre nos systèmes informatiques. Donc, la connectivité est de plus en plus importante, elle est de plus en plus recherchée et demandée. Ça facilite de beaucoup la supervision des appareils, surtout dans un contexte où on est avec des grandes organisations, beaucoup d'installations, des CHSLD, des cliniques externes à l'extérieur de l'hôpital. Donc, c'est excessivement utile, la connectivité. Si on revient sur les ressources humaines, donc, je vous l'ai dit, les tests rapides ne sont pas juste cute et le fun et rapide, ils nécessitent beaucoup de monde. Et le fait que ça nécessite autant de monde, ça a eu comme conséquence de retarder beaucoup le déploiement de ces tests-là sur le terrain. Donc, je ne vous cacherai pas, nous, à Maisonneuve-Rosemont, on a fait appel à des listes de je contribue pour être en mesure d'avoir des gens pour opérer nos machines ID Now qui fonctionnent de 8 heures le matin à 8 heures le soir, donc sur 2 chiffres de travail, et ce, 7 jours sur 7. Donc, ça demande beaucoup de gens sur le terrain. Ils sont formés, évidemment, mais ils n'ont pas d'expérience de laboratoire nécessairement. Donc, il faut les former, il faut s'assurer que ce sont des gens qui ont une certaine habileté aussi à faire ces tests-là. Donc, c'est quand même très demandant. Nous, à Maisonneuve, on avait déterminé que, par exemple, étant donné la provenance des gens qui faisaient les tests, on n'avait pas le luxe d'avoir des techniciens de laboratoire pour faire ça. Donc, on avait désigné un opérateur pour 2 IDNAS. C'est à peu près le maximum qui était gérable là, pour une personne, là, pour ne pas faire d'erreur, hein, parce qu'il faut s'assurer de l'identification de l'échantillon, il faut s'assurer de respecter toutes les étapes de l'appareil aussi. Bon, l'appareil nous dit toutes les étapes quoi faire, mais quand même, il faut les faire dans l'ordre, il faut les faire en respectant certains temps. Et si on a trop de machines à courir ou à couvrir, on risque les erreurs. Et comme je le disais, donc, le manque de ressources humaines a causé là, des limites là, dans le déploiement des tests. Un autre défi de taille, c'est la formation du personnel. Donc, sur le terrain, on va devoir former les gens. On n'a pas l'occasion vraiment de se réunir là, en grand groupe pour faire les formations tout d'un coup. Donc, le ministère a mis en place une plateforme pour aider là, aux formations. Le lien est ici, optilabebmd.google.com. Donc, c'est un lien sur lequel vous allez trouver les formations vidéo pour le ID Now, pour le PanBio, pour le BD Veritor aussi. Vous allez trouver des liens pour dans chacun de ces tests-là pour faire vos certifications. Si vous voulez certifier vos utilisateurs, ils peuvent le faire directement à partir de leur téléphone aussi. Ils peuvent le faire de n'importe où. En fait, on n'a pas besoin de se connecter à un ordinateur là, du réseau pour avoir accès aux formations. C'était voulu comme ça. Une fois que vous faites la formation, en plus, l'utilisateur va recevoir par courriel un certificat comme quoi il est vraiment formé et certifié, qu'il a réussi son examen de certification. Donc, vous pouvez lui exiger ce certificat-là et l'afficher, le garder dans vos dossiers. Et l'employé va même avoir des rappels lorsque ça va faire un certain temps qu'il a été formé pour refaire sa formation. Il y a également des documents qui sont disponibles là, sur la communauté de pratique OptiLab. Donc, c'est une communauté de pratique. J'ai mis le lien. Vous pouvez y accéder. Je pense que vous devez demander là, la création d'un compte là, pour y avoir accès, je crois, par contre. Mais dans l'onglet CDP OptiLab, dans cette page-là, vous allez avoir accès aux tests rapides, à toute la documentation qui a été produite par le LSPQ. Et ça comprend les procédures opérationnelles pour les BD Veritor, les PanBio, si je ne m'abuse. Donc, ça vous donne au moins des documents de base. Là. Vous pouvez les adapter après selon votre documentation à vous, mais vous avez déjà là des outils pour démarrer quelque chose. J'aimerais vous parler aussi de la requête web et là, c'est un outil aussi qui a été développé par le ministère conjointement avec un fournisseur. C'est un outil qui est utile lorsqu'on n'a pas de SIL qui est déployé
Par exemple, on est en région éloignée, on est dans une communauté autochtone, on est dans un établissement non fusionné, on est dans un endroit où un CDD ou une équipe mobile qui n'a pas accès à aucune autre plateforme. On peut utiliser la requête web. La requête web, dans le fond, ce qu'elle permet, elle a été designée pour quoi? Elle a été designée pour répondre à plusieurs besoins. Elle a été designée pour répondre aux besoins de la santé publique qui nous demandait de répondre à des questions concernant l'épidémiologie. Donc, on va avoir des questions, par exemple, sur le milieu de travail de la personne qui se fait dépister, son occupation, est-ce qu'elle a des symptômes, depuis quand, bon, toute une série de questions très, très, très précises sur l'épidémiologie. Et l'autre raison pour laquelle on a créé la requête web, c'était pour encadrer les EBMD sur le terrain. Donc, ça permet la saisie d'informations comme par exemple l'identification du patient, ça c'est bien important. Euh, on a également des besoins là, spécifiques pour l'encadrement des EBMD. Donc, on va avoir par exemple la date et l'heure du prélèvement, le type d'échantillon qui va avoir été utilisé. Est-ce que c'est un échantillon nasopharyngé? Est-ce que c'est un échantillon nasal? Le type de test que vous allez utiliser. Donc, vous allez avoir un menu déroulant, puis là, vous allez pouvoir choisir, ben, je fais un IDNOR, je fais un PanBio, je fais un BD Veritar. Vous allez avoir aussi des champs pour inscrire les numéros des lots de réactifs que vous utilisez. Donc, ça, c'est très important. C'est pour la traçabilité. Si jamais il y avait un rappel, par exemple, d'un lot, comme ça arrive, par exemple, dans nos laboratoires centraux, on a des rappels de réactifs, ben, on veut savoir quel patient a été diagnostiqué avec quel lot de réactifs. On va avoir aussi une façon d'identifier l'utilisateur qui fait le test. Et l'autre truc qui est très intéressant avec la requête web, c'est qu'elle va divulguer les résultats. Donc, les résultats négatifs, elle va les divulguer directement aux patients par courriel. Donc, on va envoyer un courriel à partir de la plateforme. Et les résultats positifs, eux, font une déclaration automatique de MADO parce que lui, il va être envoyé ce résultat-là automatiquement au tableau de bord de la santé publique et eux vont être en mesure en quelques minutes de déclencher une enquête sur un résultat positif qui va être produit par les IDNOR. Donc, c'est quand même un outil fort intéressant. Juste pour compléter sur la requête web, je m'excuse. J'ai bien mentionné que c'était un outil qui était utile pour les régions éloignées, les établissements non fusionnés ou des endroits qui ont peut-être pas accès à d'autres plateformes. Là, il y a une autre plateforme qui existe, c'est la plateforme de Deloitte qui va permettre également la saisie des informations. Et il y aura des directives là, qui vont être émises très bientôt là, par le ministère pour indiquer dans quelle situation on utilise la requête web versus la plateforme de Deloitte. Donc, vous allez être mis au courant de ça là, très bientôt. En utilisant les tests rapides aussi, peu importe que vous utilisiez votre SIL ou la requête web, ça nourrit derrière un tableau de bord, donc un Power BI, qui nous donne toutes sortes d'informations sur les tests rapides qui sont en utilisation présentement. Donc ça, c'est un exemple qui est plus à jour. C'est une fenêtre qui est plus à jour, mais ce qu'on voit, grosso modo, dans cette fenêtre-là, c'est d'abord, dans le coin supérieur à gauche, c'est le nombre total de tests qui ont été réalisés en date. Par exemple, c'était en date du 21 avril. On avait à ce moment-là 77 000 quelques tests de réalisés. On sait, par exemple, de où ils proviennent, soit qu'ils ont été produits par le SIL ou par la requête web. On peut déterminer le taux de tests positifs, négatifs. Ensuite de ça, on peut déterminer dans le coin inférieur en bas le type de test qui est utilisé. Donc, la majorité sont des tests IDNOW. On peut les géolocaliser sur la carte au centre là, de la diapo. Vous voyez une carte géographique. Ça nous permet de géolocaliser les tests positifs. Donc, il n'y a aucune information démographique, sauf qu'on travaille avec le code postal de ces citoyens-là. Et on est capable de géolocaliser où se trouve environ le cas positif. Et ça, c'était un outil assez utile lorsqu'il y avait des quartiers chauds, par exemple. On pouvait déplacer un peu nos équipes mobiles en fonction de où il y avait le plus de cas positifs, par exemple, dans certains quartiers de l'Est de Montréal.
Ici, le nombre de tests par catégorie. Donc, vous voyez que l'Institut de cardiologie a fait 23 000 tests quelques, le CIUS de l'Est de Montréal, 19 500. Donc, on est capable de voir là, par département. Ce qu'on appelle des départements, ce sont les CIUS, en fait. On est capable de voir où se font les tests. On est capable de voir que c'est principalement fait sur les M7 et les M13. Il y a eu quelques projets qui se sont concentrés sur d'autres catégories de patients, mais c'est principalement les M7 et les M13. Et dans la partie complètement à droite là, de la diapo, c'est plus des caractéristiques sur les patients. Donc, en termes de genre, c'est environ 60% de femmes, 40% d'hommes. L'âge moyen de ceux qui se font dépister de 34 ans. Au centre, vous voyez la répartition donc des positifs négatifs en fonction des décades. Et finalement, en bas à droite, c'est à quel endroit donc vivent ces patients, ces citoyens. Donc, la plupart, comme c'était des tests faits en communauté, la plupart étaient domiciliés. Donc, on était capable. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble de l'utilisation des tests rapides et grosso modo les résultats qu'on en tire. Donc, c'est un outil assez intéressant pour nous, le côté gestion. Donc, quelques points à retenir en terminant. Les tests rapides là, sont moins performants que les tests labo, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, ils demeurent pertinents. Ils demeurent pertinents pour certaines catégories de patients, puis dans certains contextes. Comme je vous le disais, dans certains contextes d'éclosion ou certains quartiers où il y a des fortes prévalences, ça peut être très intéressant de les utiliser. Il y a plusieurs défis, par contre, dans l'organisation sur le terrain. N'oubliez pas, ça va vous prendre beaucoup de ressources humaines pour encadrer les tests. Ça va vous prendre aussi toute la logistique d'approvisionnement. Donc, ça requiert quand même des défis, l'encadrement. Par contre, les outils ont été développés pour vous soutenir, que ce soit pour les formations en ligne, que ce soit pour les besoins en logistique. Il y a tout le temps des références là, au niveau du ministère. Vous pouvez nous contacter. Donc, les outils sont là. Les procédures sont écrites. Vous pouvez les utiliser, les remettre à votre sauce selon votre documentation. Mais on a essayé de vous faciliter le plus possible la vie là, dans l'applicabilité des tests sur le terrain. Merci. Et sur ce, je prendrai les questions. Merci pour votre présentation, Dr. Provençal. C'était très intéressant. J'ai quelques questions. Donc, la première, c'est la prévalence est-elle plus élevée chez la population M7? Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, les M7, ce sont les patients symptomatiques, donc les citoyens symptomatiques, dans le fond, quand ils viennent en CDD. Oui, leur taux de positivité est plus important. Est-ce qu'on parle de prévalence? C'est plus un taux de positivité chez ces patients-là, parce que, dans le fond, la prévalence, c'est quand on parle d'une communauté, d'un quartier ou d'une population. Mais eux, les M7, ce sont des catégories que nous, on utilise en fonction de leur présence de symptômes. Donc, ils ont un plus fort taux de positivité, oui. OK, merci. La suivante, c'est l'utilisation des ID Now devrait-elle faire l'objet d'une validation si utilisée sur une population asymptomatique? Oui, c'est ça. Donc, comme je le mentionnais, ça a été fait dans le cadre des études là, avec les projets Pronto. Donc, on a fait ces études-là. J'ai présenté les résultats, entre autres, de la clinique Chauveau, mais on a les résultats de Lévis et c'est basé sur ces résultats-là qu'on a élargi l'utilisation des ID Now à ces populations-là, M13, asymptomatiques. C'est bien. Quand on entend parler que des industries ou des cliniques privées font des tests rapides, est-ce que c'est légal et est-ce que le personnel a été formé? Ouais, ben oui, c'est légal. Ils ont le droit. Dans le fond, nous, on supervise les tests qui se font dans le réseau. Mais ce qui se fait à l'externe, ça, c'est pas illégal. Les tests qui ont été approuvés dans la plupart des entreprises, ils ont soumis des projets qui ont été évalués auprès de la santé publique, soit nationale ou locale. Et la plupart des projets là, étaient réalisés par, bon, par exemple, lorsque le prélèvement était fait par des prélèvements nasopharyngés, c'est fait par des infirmières
membres de l'ordre des infirmières ou des infirmiers. Par contre, pour ce qui est des prélèvements nasales, les ordres se sont prononcés comme quoi c'était pas un prélèvement, c'était pas un acte protégé, là. Il n'y avait pas de problématique particulière. Donc, oui, c'est légal. OK, merci. Une autre question. Vous avez parlé du formulaire. Où on peut trouver ce formulaire sur le web, la requête? La requête web, Juste... ben c'est Oui. à travers le lien Google où il y a les formations. Donc, une fois que vous vous êtes formé sur l'utilisation de la requête web, vous allez recevoir un lien qui va vous donner votre mot de passe et votre identifiant et le lien pour vous connecter sur cette requête-là. Ce n'est pas une requête qui est libre d'accès, il faut être formé pour l'utiliser. Ah, OK. Maintenant, comment peut-on avoir un résultat de 3 minutes entre le prélèvement et le résultat? Il n'y a pas d'attente de 10 à 15 minutes, par exemple. En fait, le résultat de Euh, 3 minutes qu'on voyait dans la diapo, c'est le temps entre l'obtention du résultat et le déclenchement d'une enquête au niveau de la santé publique. Donc, c'est le temps de transfert du résultat qu'on a obtenu et le fait que la santé publique est notifiée de ce résultat-là. Effectivement, là, quand on utilise les ID Now, il y a 15 minutes. Si c'est négatif, le test va sortir en 15 minutes. Si c'est positif, le test va sortir en 2 minutes, 2-3 minutes. OK. Ben, vous avez répondu à une autre des questions avec votre réponse, mais j'ai une dernière question. Est-ce que le test de Gargaris versus le nasopharyngé est aussi efficace par le ID Now? Bon, on ne fait pas les gargarismes, on ne le fait pas sur les ID Now. Les ID Now n'ont pas été testés là, pour faire le gargarisme. Ou en tout cas, s'ils ont été testés, ce n'était pas concluant. Donc, les tests de gargarisme, le prélèvement est envoyé au laboratoire central tout le temps. Puis, voilà. OK. Bon, ben, je vous remercie. C'était la fin des questions. Alors, Parfait. très belle présentation, très informatif. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation-là. Merci à vous.